OK, alors bonsoir ou bonjour selon le moment que vous allez visionner ce petit webinaire qui est le webinaire du Québec du 29 juin 2017. Il est donc près de 19h30. Alors, j'ai commencé quelques instants un petit peu plus tôt. Donc, de toute façon, les gens devraient, qui devraient être bientôt là s'il y a d'autres personnes qui veulent bien se joindre à ce webinaire-là. Donc, pour ceux qui n'ont pas visionné ce webinaire qui a eu lieu plus tôt, qui est un webinaire donc pour la France, qui avait lieu donc à 20h heure de France ou 14h heure de Québec, j'ai pensé à ce moment-là faire une genre de petite présentation de comment améliorer ses habiletés intuitives. Et ce webinaire-là est déjà visionnable, est déjà en replay sur le site YouTube, sur le canal Pleine Conscience Intuitive. Donc, c'est un webinaire qui est quand même, je pense, intéressant, puisqu'il donne des informations comme comment justement être attentif aux mécanismes aux mécanismes de paresse qu'on peut développer assez facilement avec l'intuition et qui ne peuvent nous empêcher effectivement d'aller plus loin dans le développement intuitif. Alors j'ai cherché donc à la suite d'une histoire de cas qu'une étudiante m'avait remis, j'ai voulu à quelque part faire ce thème-là parce que je me suis dit que c'était un thème qui méritait quelque part qu'on l'approfondisse, puisque j'ai souvent observé que les gens qui pratiquent, surtout au départ, dans les formations moins avancées, vont se retrouver souvent avec des pièges, des mécanismes assez classiques, hein, où on va simplement finalement utiliser toujours les mêmes techniques ou des techniques qu'on n'ira pas tellement en détail ou en profondeur. Donc, on va finalement se contenter d'une certaine forme de capacité intuitive, mais assez limitée finalement. Alors que l'objectif, évidemment, des formations, c'est de toujours chercher à vous améliorer. Alors, c'est dans ce sens-là que j'avais fait cette proposition-là pour cet après-midi. Pour ceux qui voudraient le visionner, vous pouvez le visionner sur le site YouTube, Canal Pleine Conscience Intuitive. Alors, évidemment, quel était le grand thème? Ben, c'était la pratique de l'enracinement, comment faire du décollage intuitif en se rappelant que la description est fondamentale, la position de témoin est fondamentale pour parvenir à décrire objectivement ce qui se passe, ce qu'on perçoit. Faire confiance aux perceptions imaginaires qui s'apparaissent à nous, c'est-à-dire ne pas chercher à interpréter ce que l'on voit, entend ou ressent, mais de chercher vraiment à accepter, à accueillir les perceptions imaginaires qui se manifestent à nous, d'accepter que ces perceptions imaginaires puissent être animées d'un langage, de sagesse, et que nous, on puisse effectivement recevoir cette forme de langage et d'apprendre à l'apprivoiser, à le mieux le comprendre, à le mieux le cerner. Ensuite, évidemment, après ce décodage-là, il y a donc toute la notion du questionnement qui nous permet donc d'amener une information, de devenir de plus en plus consciente à nous-mêmes. Alors, questionner quoi? Mais questionner ces perceptions imaginaires qui vont nous répondre. Ensuite, on avait vu évidemment qu'il y a toute la notion de déprogrammation qui avait pour objectif donc de travailler sur la mémoire plus particulièrement et de déprogrammer celle-ci. Et puis, évidemment, toutes les techniques de soins qui sont très, très nombreuses et très, très vastes. Et tout au long de la formation, il y a des systèmes de représentation. C'est-à-dire que des systèmes de représentation, c'est des façons de faire. C'est comme des modèles théoriques, pourrait-on dire. Mais ces modèles théoriques-là sont basés sur des expertises intuitives que j'ai. Et vous allez utiliser ces expertises intuitives-là pour chercher à développer puis élargir votre champ de conscience et votre champ de perception, puisque vous allez déjà avoir un certain degré de compréhension intellectuelle qui vont nourrir votre intuition et qui vont vous permettre d'aller plus loin. Alors ça, c'est un élément que je pense qui est très important. Puis dans la formation, il y a vraiment, dans chacune des spécialisations de la formation professionnelle, par exemple, vous allez retrouver des systèmes de représentation, des cartographies de l'inconscient qui vont vous permettre de pouvoir vous sentir de plus en plus à l'aise dans la compréhension des phénomènes. Donc, la clé là-dedans, évidemment, c'est de faire un alliage, un équilibre entre la connaissance théorique et la capacité de faire confiance à notre perception imaginaire. Voilà. C'est un petit peu le résumé par rapport à ce qu'on a vu concernant ce petit thème des comment développer les habiletés intuitives. Alors, il y avait donc une question de Joanne. Donc, c'est concernant, dans un premier temps, une question sur la pratique, si je comprends bien, c'est sur la pratique qu'on a vu dans la formation personnelle sur la déprogrammation grâce de la famille intérieure, en fin de compte, de déprogrammer le père, la mère et notre enfant intérieur. Donc, si je comprends bien, tu l'as fait, tu en as fait 3. Donc, à chaque fois que tu vois ta mère, j'ai aucune émotion négative avec elle, à part que je la sens triste et qu'elle a peur par rapport à mon père, quand mon père est un homme violent. Donc, première chose. Quand tu me dis ça, donc ça veut donc dire que ta mère, donc, elle a une certaine émotion négative, elle a une certaine émotion de tristesse et elle a peur. Donc, est-ce que tu as questionné ce sentiment de tristesse-là et de peur par rapport à la mère, pour commencer? On va y aller d'une façon plus par étapes, si tu veux, pour faciliter les choses.
Donc, je vois que tu m'as répondu. Oui, OK. Donc, tu as fait ça. Et qu'est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as réussi à déprogrammer ta mère pour commencer? Parce que la déprogrammation, ça implique déjà que l'état dont tu parles de tristesse et de peur s'est transformé. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble. La déprogrammation qui permet donc de nous permettre de dépasser, d'élargir notre compréhension de la relation qu'on a avec notre mère, par exemple. J'avais un petit peu soif. Donc, Joanne, si tu peux me dire qu'est-ce que tu avais perçu dans la déprogrammation avec ta mère? Je te pose des questions-là parce que ça nous ramène encore une fois à cette fameuse notion de pratique, c'est-à-dire que on peut facilement, parce qu'on travaille avec des gens qui nous concernent, notre mère, notre père, on peut donc facilement se contenter de l'état qu'on observe, c'est-à-dire que notre mère peut effectivement se sentir triste, avoir peur de notre père, puis nous, à quelque point, on est tellement programmé à ça, on est tellement habitué à ça, que des fois, on va avoir tendance à accepter cet état de fait-là, puis on va pas, même des fois, questionner beaucoup, on va pas nécessairement déprogrammer non plus, parce qu'on n'aura pas cette facilité-là, on va pas lui penser, parce que ça va nous apparaître tout à fait logique que ce soit comme ça. OK, elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse avec mon père, car il l'obligeait à travailler beaucoup, il lui prenait tout son argent et avait peur de mon père. OK, ça c'est un constat. On est d'accord? Ça, c'est le constat. Alors, continue maintenant. Pour la déprogrammation, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ce que tu viens de me transmettre comme information, c'est intéressant. C'est un constat, c'est-à-dire que tu es capable ta mère a pu t'expliquer quelque chose, a pu te faire part d'une compréhension de la cause de cette problématique qu'elle avait. Mais un constat, c'est une observation. C'est-à-dire que moi, je peux dire, par exemple, je suis dans une pièce, par exemple, avec un gris bleu. Alors ça, c'est un constat, OK? Alors, dans le monde intuitif, quand on fait des constats comme ça, c'est qu'on observe quelque chose. Maintenant, on sait que par la déprogrammation, on peut, si, par exemple, ce bleu-gris-là euh, n'est pas une couleur qui nous est confortable dans le lieu, on peut lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour que la couleur on se sente plus en harmonie avec elle. Donc, c'est là qu'on va travailler sur la déprogrammation. Donc, c'est un peu le même concept dans le cas de ta mère, c'est que là, tu as fait un constat, tu n'as pas fait de déprogrammation encore. Là. Tu as juste compris pourquoi elle avait peur et pourquoi donc elle était triste. C'est ça que tu as compris jusqu'à maintenant. D'accord? Et qu'est-ce qui en est résulté? Et qu'est-ce que tu as fait? Donc, elle te disait qu'elle avait besoin d'être rassurée de l'amour. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, suite à ça? OK. Ça, là, ce que tu me décris, c'est une observation. Tu as donné de l'énergie d'amour et tu l'as rassuré en lui parlant. Ça, c'est un constat. C'est ce que tu as fait. Maintenant, qu'est-ce que ça a entraîné chez ta mère? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est ça la déprogrammation. La déprogrammation, c'est la conséquence de l'action qu'on fait. Si je donne de l'amour à ma mère, ben, quelque part, c'est normal qu'elle change, qu'elle se modifie, qu'elle soit dans un autre processus que ce que j'étais habitué de voir de chez elle. Tu vois, c'est ça un peu que je dirais. Alors, ça ne de rien, mais ces petites étapes-là qu'on fait ensemble, c'est comme je pense quelque chose qui est intéressant parce que ça vous amène à vraiment comprendre quelque part
qu'est-ce que c'est que la déprogrammation? C'est une technique qui n'est pas toujours si facile que ça à comprendre dans la pratique, parce qu'évidemment, en faisant les actions comme si tu lui donnes de l'énergie d'amour et tu l'as rassurée, ça veut donc dire qu'elle a changé. Alors, ça enlevait un poids à elle. Maintenant, OK, ensuite, qu'est-ce que ça a entraîné chez elle? Si elle n'a plus ce poids-là en elle, qu'est-ce que ça a entraîné? Comment elle se manifestait à toi? Une légèreté avec un sourire. OK. Et maintenant qu'elle avait cette légèreté-là, ce sourire-là, ta mère, euh, comment elle entrevoyait, comme ça elle retrouvait sa joie. C'est très bien, OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passait avec la relation à partir du moment qu'elle était comme ça? Est-ce que ça générait quelque chose de différent avec l'enfant intérieur, qui était toi, une facette de toi, et le père intérieur à ce moment-là? Est-ce que ça changeait quelque chose? Parce que dans la technique de la famille intérieure, tu te rappelles sans doute que on fait un travail sur la mère, on fait un travail sur l'enfant intérieur, la mère intérieure, puis le père intérieur, puis ensuite on renoue contact tous les trois ensemble pour faire la famille intérieure. Alors, donc, j'essaie de comprendre maintenant, à partir du moment qu'elle a été déprogrammée, ta mère, de quelle façon qu'elle s'intégrait dans la famille intérieure en ce moment-là. Il semble que je te pose des bonnes questions, hein, parce que ça semble un petit peu prendre un petit peu de temps pour que les réponses viennent. Et faire confiance à quoi et à qui? Qu'est-ce que tu veux dire par faire confiance? OK. Et comment ça s'est passé maintenant la rencontre avec le père? La dernière fois, c'était comme si on était unis ensemble. C'était bon de ressentir ça. OK. Donc, il y a eu donc une progression, toi, dans les exercices. Et là, évidemment, l'idée de la famille intérieure, c'est d'arriver un petit peu à ce constat-là que tu décris. Ensuite, donc, la fameuse relation avec le père, maintenant que tu sembles avoir un peu plus de difficultés, si je comprends bien. Je voulais prendre le temps de regarder avec la mère parce qu'effectivement, euh, l'enfant intérieur, la mère intérieure, le père intérieur, c'est toute la même démarche qui doit être effectuée pour favoriser effectivement ce sentiment d'unicité des trois à la fin, hein, de la famille intérieure qui devient unifiée. C'est-à-dire que tout le monde se sent en harmonie dans une certaine mesure. Et c'est là quelque part que nous, ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte quelque chose parce que ce sentiment d'union, c'était bon de ressentir ça. C'était bon dans le sens que ça t'a apporté quelque chose. Ça t'a apporté un certain apport de plus grande confiance, etc. Donc là, ça devient intéressant aussi de te donner, de comprendre qu'est-ce que ça t'apporte. Hein, c'était bon de ressentir ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça t'amène comme ce sentiment-là, ce ressenti-là, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'amène. Et ensuite, quelles sont les actions que tu pourrais faire dans les prochaines heures, les prochains jours pour soutenir ce travail-là, tu vois. Et ce serait quelque chose qui serait intéressant. Maintenant, donc, avec le père, c'est un petit peu plus difficile de ce que je comprends. Par contre, pour moi, c'est mes plus grandes blessures avec mon père violent qui m'a forcé d'aller travailler à 15 ans. Il prenait tout mon argent et il nous battait. D'accord, d'accord. OK. Alors,
quand tu as fait le travail, donc avec ton père, qu'est-ce que ça générait? Parce que là, j'ai compris que ta mère était parvenue à lui apporter à quelque part ce qu'il fallait pour qu'elle puisse même finalement se retrouver avec le père, puis qu'il y ait une forme d'harmonie qui s'installe. Donc, de ton côté à toi, par rapport au père, comment ça s'est passé maintenant? Donc, ça, c'est intéressant. Donc, à la fin du travail, tu as vraiment senti qu'il voulait t'aider à te guérir de ces blessures-là. De quelle façon qu'il voulait t'aider? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il était prêt à faire pour t'aider, ton père? Donc, la clé, quand on entreprend une démarche avec une personne avec laquelle on est chargé émotionnellement, comme dans ton cas avec ton père, l'important, c'est vraiment d'être très attentif à cette fameuse position de témoin. Le témoin, c'est celui qui observe. C'est très important. Vu que j'ai fait de la clairaudience, je l'ai entendu me demander pardon et me rassurer que ça va mieux aller pour moi que le côté monétaire. OK. Comment tu as reçu, tu dis, je t'ai entendu, je l'ai entendu me demander pardon. Comment tu as réagi à cette demande de pardon, par exemple? Tu t'es senti soulagé. Est-ce que tu lui as exprimé que tu te sentais soulagé à ton père à ce moment-là? Oui, je lui ai dit que c'était un beau cadeau pour moi et je lui ai demandé de continuer à m'aider. OK. Et de quelle façon qu'il va t'aider finalement? Parce que là, il t'a demandé pardon, mais maintenant tu parles d'aide. De quelle façon qu'il va t'aider concrètement? C'est quoi l'aide qu'il peut t'apporter? Alors, c'est sûr qu'on peut dire, par exemple, on peut avoir le sentiment que notre père va nous aider, et ça s'arrêterait là. On pourrait le faire un peu comme dire, ah, ben oui, depuis que il m'a dit qu'il m'a demandé pardon, ben je me sens aidé, je sens que tout va mieux. On peut vraiment sentir un transfert, une transformation intérieure due à ça. Et ça, c'est déjà beaucoup. Maintenant, quand on veut faire une démarche intuitive, on doit quand même dépasser le stade de la foi. Hein. La foi, c'est de dire, oui, mon père m'a dit qu'il allait m'aider, donc je lui fais confiance. Ça, c'est un peu à l'aveugle. Je lui fais confiance. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je lui fais confiance. Et quelquefois, ça peut s'avérer être très, très aidant. On peut constater que ça nous fait beaucoup de bien, mais dans d'autres cas, on peut être déçu. Donc, le fait d'être capable de demander à notre Père de quelle façon il va souhaiter nous aider, s'il souhaite nous aider, nous, on accepte son pardon qu'il nous demande, mais de quelle façon il veut nous aider, de quelle façon concrètement il pourrait nous aider, ça peut devenir intéressant ici. Ouais.
Ouais, puis moi, ce que je te dirais, c'est que, tu sais, quand on dit je veux pas avoir d'argent dans ma vie, je veux pas m'en occuper non plus. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un à côté de moi, lui s'occupe de l'argent, ben moi, j'y fais confiance, puis je lui dis, ben, occupe-toi de l'argent, parce que moi, je veux pas m'en occuper. Alors là, on se retrouve dans une position où on doit faire finalement confiance à quelqu'un. Ce quelqu'un-là représente notre père, symboliquement parlant. Et puis nous, on devient un peu ce que j'appelle la mère. La mère, finalement, c'est la personne, quelque part, qui avait peur du père, mais qui avait aussi un côté un peu, comme j'ai peur de mon père, du père, ben, je fais comme si rien n'était, je fais pas de vagues, je joue à la naïve, je suis un peu conne, j'exagère avec les termes, là, je suis un peu conne, je suis un peu stupide, je fais confiance un peu aveuglément, et à quelque part, j'accepte finalement l'idée que cette personne-là puisse faire un peu ce qu'elle veut avec l'argent. Alors, c'est là, évidemment, que ça, c'est un aspect qui serait intéressant pour toi de regarder parce que ton père, quand il dit qu'il veut t'aider, moi, je soupçonne que ton père, ce qu'il te demande de faire, c'est de te réapproprier son pouvoir d'être d'homme. Le pouvoir d'homme qui est en lui, c'est un pouvoir d'homme qui est capable de prendre l'argent et qui est capable de le garder pour lui. Donc, qui est capable de reconnaître que l'argent lui appartient, qui est capable de reconnaître que l'argent n'est pas une chose qu'il va donner nécessairement à n'importe qui, tu vois. Alors, c'est quelque chose comme ça que je sens qui pourrait être à regarder à ce niveau-là. OK. Alors, quand tu dis, il me dit qu'il me demandait de lui pardonner pour ne pas avoir eu confiance en moi, mais plus en ma sœur. Donc, qu'est-ce que ça te fait, ça? Parce que c'est quelque chose que tu savais déjà. Alors, cette idée de dire ne pas avoir fait confiance en moi, mais plus en ma sœur. Alors, ça, c'est-tu quelque chose que tu savais déjà? C'est-tu quelque chose que tu as découvert? Pas à ce point-là. Et tu as pu préciser la raison d'être de ça. Parce que finalement, pourquoi faire confiance à quelqu'un plus qu'à une autre personne? Il y a des raisons quelquefois, mais est-ce que tu as pu donc cerner ça? Donc, tu as pu le cerner. Donc, tu vois, moi, en tous les cas, si on regarde ça comme ça, là, on est vraiment dans le processus de la connaissance. C'est-à-dire que tu es plus dans un processus de connaissance avec ton père. Puis, évidemment, la notion de pardon, c'est guérisseur, mais on en est toujours dans le processus de la connaissance, dans l'information que tu me donnes. On n'est pas encore dans le processus de potentiel de déprogrammation que j'appelle, où on touche le potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, c'est quand on commence à constater que notre père on lui donne, oui, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse donc qu'on déprogramme la mémoire. C'est ça un peu la clé. Je ne sais pas si tu as pu parvenir à ça. Ben, on en revient toujours un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la déprogrammation, c'est euh, un moment où, à quelque part, on va dire à notre père, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Alors lui, donc, nous a manifesté il nous a dit qu'il demandait pardon pour ne pas avoir confiance en moi, mais plus en ma sœur. Alors moi, pour l'aider dans l'idée du pardon, je pourrais lui dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider afin que justement ce pardon-là, quelque part, prenne encore plus de puissance, afin que tu puisses effectivement avoir de plus en plus confiance en moi. Alors là, on commence vraiment à actualiser quelque chose. On ne reste pas dans le passé, on est vraiment en train d'actualiser quelque chose dans le présent. Et c'est là que la déprogrammation devient très intéressante parce qu'elle nous donne l'opportunité de faire deux choses. D'une part, un soin, et d'autre part, elle nous permet de vraiment transformer la perception dans la mémoire, puis de nous donner accès justement à une autre vision de notre Père. Et cette autre vision de notre Père, on va pouvoir à la fin, si on en a envie, et je vais te parler d'une technique dont tu m'as déjà parlé, c'est l'accueil. On va pouvoir accueillir notre Père à ce moment-là. Alors, ça fait partie du processus de guérison que de pouvoir justement se réapproprier une certaine énergie paternelle dans ce cas-ci. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant également à faire. Quand une personne est décédée, quand on parle de la multiconscience thérapie, par exemple, on dit qu'il y a des états de conscience qui animent une personne vivante. Ces états de conscience sont multiples. Quand une personne décède, cette personne décède, elle va se retrouver avec ses parties dissociées d'elle-même qui vont se retrouver dans des plans subtils. Donc, quand on va travailler
sur la personne décédée, on peut travailler sur des mémoires, des mémoires, des états de conscience de notre père décédé, et on peut travailler également sur son expression la plus noble, la plus élevée. Maintenant, on ne peut pas être 100% sûr avec quoi on travaille, parce que finalement, tout ce que je viens de décrire là, c'est une expression de notre père. OK, en même temps, donc ici, décédé, bon, il n'est plus physiquement là. Donc, il y a des parcelles de lui, à quelque part, qui sont là. Et ces parcelles-là, on peut travailler avec elles. Là, tu t'intonises avec une facette de ton père avec laquelle tu es en résonance. Alors, plus tu fais le travail, justement, de déprogrammation et tout ça, mais plus tu permets justement de faire un travail d'épuration. Parce que quand tu dis c'est une personne décédée, je communique avec elle, c'est une hypothèse que tu émets. Parce que tu n'as pas la preuve. La preuve, elle se manifesterait par des, si on avait la possibilité d'avoir un appareil qui permettrait de démontrer hors de tout doute que c'est notre père véritable avec lequel on est en communication, ben là, on ne se poserait plus de questions. Mais à ce stade-ci, dans le processus intuitif, on peut simplement émettre une hypothèse que je communique avec quelqu'un, une mémoire, une dimension, une expression qui dit être mon père. Alors là, c'est déjà différent, tu vois. C'est une possibilité que ce soit notre père décédé, mais c'est avant tout une facette de lui avec laquelle on travaille. Et c'est cette facette de lui avec laquelle on travaille qu'on va chercher justement à faire la paix pour se permettre d'accéder à un processus d'évolutif à ce moment-là avec cette personne-là. Donc, tu l'as accueilli avec amour, donc c'est ça. Alors, quel était donc parce que finalement, je sens, moi, que tu es dans un processus. Je ne dis pas qu'il est fini le processus, mais je te dirais que quelque part, dans ce type de travail-là, l'important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est que je fais un travail, tu l'as fait 3 fois, il y a eu un certain cheminement pendant les 3 exercices que tu as fait, et tu pourrais y revenir régulièrement pour te permettre donc d'aller plus loin dans le processus. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à viser habituellement dans cette démarche-là. Mais tu vois, quand on parle d'un problème monétaire, on parle de quelque chose de très, très précis. On ne parle pas d'une relation avec notre père, on ne parle pas d'une relation avec notre mère, on ne parle pas d'une relation avec notre enfant intérieur, on parle vraiment d'un problème monétaire. Donc, le problème monétaire, c'est quelque chose qu'on peut aussi aborder d'une façon très, très directe. On peut l'aborder de diverses façons. Je vais donner des exemples. La sous-personnalité du pauvre, hein, on pourrait dire ça comme ça. Supposons qu'il y a une facette de toi que tu pourrais qualifier de pauvre, hein, ou un autre terme, hein, ça serait à toi de définir. Mais tu pourrais travailler sur la sous-personnalité. Déjà, l'état de conscience, qui se dit pauvre, toi, qui est une facette de toi. Donc ça pourrait être une façon de travailler et dans laquelle tu pourrais travailler avec la technique de l'accueil, mais aussi travailler sur l'équilibre des chakras pour travailler là-dessus. Donc là, tu travaillerais d'une façon très, très précise sur la partie de toi qui, par exemple, qui a dit qu'elle avait refusé l'argent parce qu'elle voulait l'amour. Donc, ça peut être intéressant de travailler sur cette personnalité-là aussi. Tu vois, donc là, on parle de vraiment quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, quand on veut vraiment travailler sur des problèmes très concrets, comme un problème monétaire, on peut travailler de plein de façons. Mais si on veut vraiment aller dans le direct, dans le concret, dans le tangible, d'une façon très, très précise, un avantage de travailler avec un comportement qui est vraiment précis par rapport à ce besoin-là. Donc, si le côté monétaire est un problème, bien, quelque part, il y a en toi un état de conscience qui reflète ce problème-là, et c'est avec lui que tu vas travailler le plus clairement, ça va être ça qu'on va faire pour faire ce travail-là. Mais ceci dit, par rapport au problème monétaire, j'ai l'impression que tu réappropries l'énergie de ton père, qui est une énergie justement, qui est une énergie qui prenait l'argent, qui n'a pas peur de prendre l'argent, qui n'a pas peur d'être possessive par rapport à l'argent. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une facette de toi qui doit apprendre à se réapproprier ce pouvoir-là. Alors, tu ne seras pas comme ton père, bien évidemment, mais il y a une énergie quelque part du type de ton père qui peut exister en toi, mais qui te fait peur parce qu'évidemment, elle te confronte à quelque chose que toi, tu n'as pas aimé de ton père, mais en même temps, c'est quelque chose qui t'habite, je pense, en toi quand même. Donc, ce serait intéressant à ce niveau-là. Oui, ça peut venir d'autres vies, mais tu vois, c'est que pourquoi chercher de midi? Pourquoi? Parce que c'est certain que les autres vies peuvent être impliquées là-dedans. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que le plus important, pourquoi aller pas dans le plus concret? Le plus concret, c'est quoi? Tu as des problèmes d'argent dans cette vie-ci, tu as des comportements qui te perturbent et qui t'empêchent de pouvoir accéder à l'argent. Donc, travaillons sur ces aspects-là pour commencer. Je pense que c'est une belle façon de travailler. Puis ensuite, on pourra toujours aller voir des mémoires de psychogénéalogie ou encore des mémoires d'autres vies. Mais je pense qu'il faut commencer certainement par notre histoire personnelle pour commencer. Ça veut dire de regarder deux facettes, père et personnel envers moi. Père et personnel envers moi. Je ne comprends pas ta question. Les deux facettes.
C'est-à-dire que tu peux travailler sur le pair, oui, tu peux continuer à faire le travail sur le pair, puisque tu as un travail que tu souhaites faire, qui va te permettre de faire la paix avec lui. Ça, c'est une belle chose. Et la deuxième chose, ben, tu peux effectivement travailler sur les sous-personnalités, effectivement, qui pourraient te perturber. Alors, évidemment, on n'a pas toujours le temps de faire tout ce travail-là, donc c'est à toi aussi de définir le rythme et la fréquence de soins que tu vas pouvoir te donner. Peut-être que tu vas te dire, bon, ben moi, j'ai décidé de travailler avec mon père une fois par semaine, mais par contre, le problème financier, j'ai décidé de travailler ça tous les jours. Par exemple, si tu as le temps et tu as la disponibilité pour le faire, c'est une option. Mais encore là, il faut que tu t'accompagnes là-dedans. C'est-à-dire que tu dois assumer le choix que tu fais et te donner l'opportunité de faire des exercices qui vont te permettre de pouvoir assumer le rythme que tu vas donner. Tu vois? Je pense que ça, c'est important d'être bien conscient de ça. Bon, ben à ce moment-là, ça sera à toi de voir. Évidemment, il ne faut pas aller dans l'excès, mais ça serait intéressant pour toi de mettre en place un accompagnement où tu fais les exercices réguliers pour vraiment faire un travail là-dessus. Et prendre le temps de les noter dans ton journal intime, ça pourrait être intéressant. Si on fait plusieurs soins sur nous, ce n'est pas trop en même temps. Non, il y a pas c'est sûr que si on fait juste ça de l'écoute pendant 24 heures sur 24, je pense qu'il y aurait un excès. Maintenant, si on se donne, on est dans une urgence et qu'on a besoin de se faire des soins parce que ça nous amène à nous sentir mieux, ben à ce moment-là, il y a pas de problème, je dirais. Faut-il laisser du temps pour la guérison? Oui, bien sûr qu'il faut laisser du temps pour la guérison, mais ce temps-là, quelque part, va être déterminant par le processus intuitif. C'est pas quelque chose qui va se faire par la logique, mais qui va se faire, par exemple, tu fais une écoute, par exemple, par jour pendant un mois sur l'aspect financier, puis après un mois, tu constates que les informations intuitives te les font comprendre que tu auras besoin d'une pause. Alors là, évidemment, tu es dans une démarche intuitive, puis tu suis le chemin à ce moment-là qui te permet de pouvoir vraiment respecter le processus intuitif qui t'enseigne que tu auras besoin de prendre une pause pour intégrer le travail qui a été fait, par exemple. Tu sais, le temps de guérison, en fin de compte, c'est toujours relatif. Hein. Si je travaille sur un problème de santé puis que l'intuition me dit de toujours remettre ça plus tard, ben, je vais lui demander, mais pourquoi tu me demandes de remettre ça plus tard? J'ai un problème de santé, il faudrait que tu m'expliques pourquoi. Ah, c'est toujours la clé, ça. Il faut toujours savoir pourquoi on remettrait à plus tard quelque chose qu'on peut faire tout de suite. OK, mon père m'a donné rendez-vous dans une semaine, ce qui veut donc dire samedi. Donc, effectivement, ça, c'est un travail que tu peux faire, mais comme je te dis, l'aspect financier pour moi, et c'est pas la voie de travailler. Le travail avec le père est une voie qui peut t'aider dans ce sens-là, mais la voie la plus directe, c'est de travailler vraiment systématiquement sur le problème que tu poses très clairement et sur lequel tu fais un travail sur l'état de conscience associé à cette problématique-là monétaire. Donc, si tu as d'autres questions, et puis évidemment, s'il y a d'autres personnes à la salle qui auraient des questions, bien, vous pouvez évidemment en faire part. Donc, on est là pour ça. Oui, mais parce que tu me dis que tu as des problèmes d'argent, donc tu as une histoire de vie dans laquelle tu as compris que tu as des problèmes d'argent. Et maintenant, il faut que tu identifies les comportements redondants. Les comportements redondants, c'est ces fameuses sous-personnalités qui te ramènent tout le temps à cette idée que tu n'as pas d'argent. Donc, c'est avec ces sous-personnalités-là que tu vas faire un travail pour justement les déprogrammer. Donc, moi, ce que je te dirais, comme peut-être pour commencer, je vais te donner un terme de super-personnalité. Ok, je ne dis pas que c'est la super-personnalité sur laquelle tu devrais travailler absolument, mais je te lance l'idée. C'est la bonasse. La bonasse, c'est qui? C'est une personne qui donne. La bonasse, c'est quelqu'un qui donne. C'est pas quelqu'un qui calcule, c'est pas quelqu'un qui contrôle, c'est pas quelqu'un qui garde, c'est pas quelqu'un qui essaie de préserver ses acquis. La bonasse, c'est tout le contraire. La bonasse, c'est quelqu'un qui est trop bon et qui donne et qui donne et qui donne et qui donne parce qu'elle permet justement aux autres de vraiment prendre. Alors toi, tu dis c'est vraiment toi. Donc évidemment, la bonasse, certainement que si tu commences à travailler sur elle, tu vas commencer à comprendre que la bonasse a des choses à te dire, premièrement. Elle a des choses à te dire au niveau de pourquoi elle existe, cette bonasse-là. Pourquoi tu te comportes comme ça. C'est un comportement que tu as adopté pour des raisons.
Et ensuite, évidemment, tu vas pouvoir chercher à déprogrammer, faire les soins pour changer la structure de cette énergie-là, pour te permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus équilibré pour toi. Mais tu vois, moi, je pense que la bonasse, elle se fait pas confiance. Elle se fait pas confiance par rapport à sa capacité, justement, de se donner la permission de vivre en accord avec elle-même. Et je pense que ce serait intéressant pour toi aussi de porter l'attention vers cet aspect-là de la bonasse également. C'est une femme, quelque part, qui a beaucoup d'ambition, mais je pense qu'elle a énormément peur, quelque part, d'être perçue comme quelqu'un d'intéressé. Donc, parce qu'elle a peur d'être perçue comme quelqu'un d'intéressé, ben effectivement, elle se permet pas de l'être. Donc, elle montre justement l'idée de j'aime beaucoup donner, tu vois. J'aime beaucoup donner, ça c'est valorisant. Parce que ça manifeste une personne qui a de l'amour en elle. Maintenant, une personne qui dit j'ai plus envie de te donner parce que j'ai envie de garder, c'est une expression de ton père. Ça, c'est une expression qui ressemble à ton père. C'est pour ça que le travail avec ton pardon avec ton père te permet de faire la paix face à cet aspect-là parce que ça te fait comprendre que ton père a pour toi est une énergie que tu rejetais parce que c'est une énergie que tu jugeais comme étant inacceptable, parce que ton père était quelqu'un finalement de gradin, on va l'appeler comme ça, enfin une caricature. Donc, toi, tu es devenu bonasse parce que ton père était radin. Et tu t'es dit, je ne veux pas être comme mon père, parce que c'est un radin. Donc, je vais être bonasse. Tu es devenu le contraire de ce que ton père était. Puis, je pense que tu es beaucoup plus identifié à ta mère à ce moment-là. Ta mère avait un côté bonasse, selon moi. Et à ce moment-là, tu t'as développé un peu les mêmes patterns, les mêmes dynamiques que ta mère. Donc, c'est certain que le travail que tu as à faire d'une part, de travailler sur la dynamique de la bonasse, ça va être donc de faire un travail pour déprogrammer tout ça. Et la déprogrammation devrait t'amener effectivement à te mettre en relation avec une ambition qui te met en relation aussi avec l'idée de dire, mais cette ambition-là, pour que je la réalise, il faut que je sois égoïste. Et pour être égoïste, ben, il faut que je sois comme mon père. Donc, il va falloir que tu apprennes avant de faire la paix avec ton père, non pas pour lui dire juste, ah, ben, papa, t'étais pas si mal que ça, de comprendre que tu as ton père en dedans de toi, que ton père existe en toi et que tu t'es toujours pas permise de l'assumer, tu vois. Et ça, je pense que c'est ça qui doit être reconnu aussi par toi, là. Ma mère donne tout son temps à tout le monde, c'est ça, ben c'est ça. Je pense que tu as quelque chose là-dedans, tu as bien identifié ta position par rapport à ta mère et tu as bien rejeté ton énergie de ton père. Et je pense qu'il faut maintenant que tu renoues contact avec l'énergie de ton père pour équilibrer davantage l'expression de ta personne. Et tant mieux. Donc, tu vois, ça serait une belle façon de travailler avec la super-personnalité. Donc, tu as une très super-personnalité tout en travaillant avec le travail avec ton père. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est bien, Joanne? Oui, c'est sûr que ça peut. C'est un travail inévitablement qui te permet, toi, de changer ton attitude avec ton père. Puis ça peut évidemment changer la dynamique relationnelle qui existe dans la famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Puis ça serait intéressant pour toi de voir quels sont les impacts qui peuvent en résulter. Mais évidemment, ça va changer toi aussi. Ça va changer ta façon d'être aussi face à les gens. Les gens vont peut-être te reprocher d'être un peu, ah, t'es rendu égoïste, t'es rendu comme ceci. Et il va falloir que tu assumes ça. Il va falloir que tu accueilles ça. Il va falloir que tu comprennes à quelque part que cette énergie qu'on pourrait percevoir comme étant celle de ton père t'es pas ton père, là. Tu es simplement quelqu'un qui va développer un équilibre dans lequel tu vas devoir assumer un côté peut-être plus égoïste qui pourrait s'apparenter à ton père. C'est ça un petit peu que tu vas chercher à faire dans cette démarche-là. C'est bien, ça, j'ai commencé à me respecter mon temps avec ma clientèle. Donc c'est très bien, il faut commencer par ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Joanne, ou bien les autres personnes qui sont présentes dans la salle? C'est très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur la pratique ou sur d'autres thèmes, est-ce comme vous voulez, avant qu'on termine?
Bon, mais tant mieux, Josée, ça serait intéressant, puisque ça ne te concernait pas comme tel personnellement. Mais bon, je pense que c'est tout intéressant. On apprend à travers ces processus-là. Je pense que c'est une. Vas-y, Joanne, donc pour les nouvelles formations, oui. Donc, tu me précises ta question, Joanne, voilà. Oui, c'est exactement la même formule. Il n'y a pas de différence, en fait, dans le programme de formation pour le Québec et la France. La grande différence, en fait, c'est que je dois relancer, avec le jeu de cartes, justement, j'espère pouvoir relancer le Québec d'une façon plus importante, parce qu'évidemment, j'avais un petit peu délaissé le Québec, puisque j'avais beaucoup de voyages régulièrement en Europe, puis quand je revenais, ben, j'étais un peu essoufflé, et j'avais besoin donc de me remettre à jour ici au Québec, donc j'étais moins actif par rapport aux activités. Et donc, finalement, le jeu de cartes que je suis en train de développer va être un petit peu le produit que je vais aussi lancer au Québec. Et je vais le lancer donc plus officiellement donc vers le mois de à mon retour sans aucun doute, donc au mois de novembre, quelque chose comme ça. Donc, il y aura donc, ça va être lancé un peu plus tardivement. Et la formule, telle qu'elle est proposée dans la formation professionnelle, il y a donc 5 spécialisations. Et chacune de ces 5 spécialisations-là, il y a donc des enseignements web pour les 5. Donc, les enseignements web, donc les 2 premières spécialisations, les soins quantiques de l'oreille, des fascias et multiconscience thérapie, transformation et éveil, sont des spécialisations dans lesquelles vous avez des modules pratiques personnelles et professionnelles. Vous avez 2 modules que vous recevez normalement en début de formation, c'est-à-dire avant que le stage ait lieu. Et quand le stage a lieu, ben, quelque part, vous donc le suivez et après ça, il y a donc une supervision. Classiquement, c'est ça pour les 2 premières spécialisations. La troisième, quatrième et cinquième spécialisation, normalement, c'est la pratique personnelle que vous allez recevoir en premier lieu en enseignement web. Vous faites le stage et après ça, vous avez un enseignement en ligne pour l'aspect professionnel. Donc, c'est un petit peu différent pour les 3 dernières spécialisations. Et le même prix, c'est ça. Donc, 750 $, ça inclut justement, c'est 750 $ canadiens ou 750 euros, donc c'est le même prix. Et ça inclut donc un stage, mais si vous ne faites pas de stage, ça ne veut pas dire quelque part que vous êtes remboursé. C'est-à-dire il y a simplement une reconnaissance qui va être faite. On va vous demander, en fin de compte, de faire l'équivalent du stage, mais à la maison. Mais évidemment, il est encouragé, donc, qu'il y ait un stage qui ait lieu, et ce serait le prochain stage pour le Québec aurait lieu sans doute durant l'été 2018, au mois de juin, quelque chose comme ça. Non, ça ne sera pas à Saint-Adèle. Ça va peut-être se faire dans la région autour de Saint-Adèle. C'est possible que ça se fasse à Montréal aussi. C'est pas encore arrêté, ça. Je connais des salles, des lieux intéressants autour de Saint-Adèle, dans lesquels les gens peuvent héberger, comme des stages qui durent un certain nombre de jours, mais des fois, ça peut être intéressant. Comme c'est au Québec, c'est possible aussi qu'on dise, bon, au lieu de faire un 5 jours intensif, on peut se dire, bon, on fait des week-ends de 2 jours à chaque fois. C'est une option. Si les gens préféraient ça, ça serait peut-être possible. Et à ce moment-là, ben là, on peut louer des salles il y a plusieurs lieux à Saint-Adèle, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, il y a beaucoup d'endroits, mais on peut aussi les faire dans des lieux qui sont ouverts, que ce soit ça a lieu à d'autres endroits. Mais je dois justement regarder ça là, pour très bientôt. Mais ce serait ça, ouais. J'aurais répondu à tes questions, Joanne. Donc, tu as compris, donc la formation professionnelle ou personnelle, bien évidemment, tout l'enseignement de la formation personnelle se retrouve dans la formation professionnelle. Alors, évidemment, la formation personnelle, c'est une formation uniquement pour travailler sur soi. Alors, les gens qui font ce travail-là on fait le choix de faire un travail personnel sur eux. Et les gens qui font la formation professionnelle vont avoir la chance de travailler sur eux, mais aussi donc de développer la pratique vers un partenaire. Donc, c'est ça un peu la différence entre les deux volets. Voilà. Et évidemment, sur YouTube, vous avez les conférences, la conférence sur les cinq, les 5 volets de la pratique de la pleine conscience intuitive. Vous avez aussi 15 grandes applications de la pleine conscience intuitive qui sont présentées sous forme de vidéos sur le site Pleine conscience intuitive. Et vous allez avoir bientôt 4 nouvelles conférences qui vont être disponibles pour visionner sur le site. Ça devrait avoir lieu à partir de lundi, je crois, qu'on aura les nouvelles conférences. Quand faut-il te faire savoir si on prend cette information pour nous qui ont fait la formation personnelle, comment ça va se faire avec le coût?
pour nous qui ont fait la formation personnelle, comment ça va se faire avec le coût? Ben, à ce moment-là, il y aura effectivement c'est possible que, dans ce moment-là, il y ait des reconnaissances qui soient faites pour que la formation vous revienne un peu moins cher. Ça veut dire que chaque spécialisation a un volet personnel. Donc, pour éviter de vous le faire payer une deuxième fois, c'est possible qu'il y ait des réductions qui soient faites là, à ce moment-là. Et évidemment, il y a donc des dates limites d'inscription actuellement, mais on en a, bon, actuellement, on fait mais actuellement, la formule, il y a des gens qui veulent faire une formation plus à distance, en individuel. À ce moment-là, ça ouvre la porte à la faire un peu comme on veut. Et des formations qu'on peut faire avec des groupes. Alors, les groupes, c'est quand même plus stimulant, puisqu'on se retrouve avec des gens qui ont même le même degré d'apprentissage que nous. Et ça, c'est avec des dates fixes. Mais on peut la faire à partir du moment qu'on le souhaite en formation plus individuelle. Et les stages, bien évidemment, sont à des dates fixes. Donc, si les gens veulent faire les stages, bien là, ils doivent se présenter aux dates fixes qui ont été évaluées. Oui, tu peux le faire ce soir ou demain. Ce soir, peut-être, j'ai de la visite tout à l'heure, donc ça sera peut-être un peu plus difficile, mais en tout cas, tu peux t'essayer. Sinon, ça peut être effectivement demain. Tu me laisses un message si jamais je te réponds pas directement, parce que je vais être un petit peu en déplacement demain également. Voilà, c'est très bien. OK, donc on va s'arrêter ici, je crois, à moins que José ait tes questions, toujours bien. Joanne ou d'autres personnes dans la salle. OK, donc je remercie Joanne, je te remercie pour l'appréciation, merci à José également. Alors, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Et puis, s'il y a quelque chose, ben, vous me faites savoir, de toute façon par l'Internet. Mais là, Joanne m'a dit qu'elle passerait par le mail. Alors, le mail, c'est une belle façon de communiquer avec moi. C'est quelque chose que vous voulez communiquer d'une façon plus précise, ou bien par le téléphone, hein. Le téléphone, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est une voie qui est quand même bien pratique et qui est des fois plus directe que passer par le mail. Donc, je vous souhaite une très belle soirée pour la suite. À très bientôt. Au revoir.